Bonjour et bienvenue sur Ethnews TV. Je suis Tom Galati. Ethnews TV, votre télévision en ligne d'actualité et d'analyse politique, économique et sociale. Bonjour Taka et Ben Boané, Marie-Gabrielle. Pour l'occasion, je t'appelle comment? Bonjour à tous. Merci, Monsieur Tom Galati, de me donner cette opportunité. Merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à ce peuple digne et vaillant. On va choisir Boané. C'est mon prénom. Ok, on va choisir Boané. Influenceuse, militante, promotrice de la culture africaine, qui est notre invitée? Bon, avec plusieurs casquettes, on voit Ben Boané en ligne, en fait, il fait beaucoup de choses. Qui est vraiment notre invité? Je suis tout ce que vous avez mentionné, Monsieur Galati. J'aime notre culture parce que c'est elle qui nous identifie. J'aime qui je suis. Je milite pour le respect des droits de l'homme dans nos pays. Je suis aussi promotrice culturelle. Je suis cyber-militante, cyber-activiste, tout ce que vous voulez. Mais c'est je me mets dans le cadre de société civile. D'accord, super. D'accord, ok. Vous me recevez? Nickel? Oui, oui. D'accord, ok. Ok. Depuis un moment, Madame Boané, on vous voit sur le web dans une campagne qui dit non à la dépigmentation. Cette idée est partie d'où? C'est parti d'un constat que j'ai fait. Vous savez, je dis souvent que quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne savais pas que j'étais noire. Et souvent, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire par là. En fait, voir que le fait que j'ai une couleur plus foncée que les gens avec qui je vis au Québec a créé souvent des problèmes ou m'a permis à certaines personnes de me cataloguer, a créé en moi un sentiment de fierté, un sentiment qui m'a amené à dire à mes concitoyens que j'étais fière de qui je suis, que je suis fière de qui je suis fière de mes origines, et pour rien au monde, je ne les refuserai. Et c'est comme ça qu'est partie cette envie de montrer aux autres que je suis fière de qui je suis. Voilà un peu ce que je peux vous dire comme explication relative à ça, par rapport à ce que j'ai eu à vivre ici, à certaines situations un peu frustrante, mais au lieu que ça me renferme ou que ça me pousse à refuser qui je suis, au contraire, ça m'a donné envie d'accepter qui je suis et de dire à l'autre que je suis fière de ce que je suis. D'accord, vous en êtes fier, c'est clair, mais en même temps, est-ce que vous acceptez faire cette campagne-là? Est-ce que c'est refusé d'accepter la différence de l'autre? Parce que même dans la culture africaine, on a différents peuples qui ont des teints différents. Par exemple, le peuple qui habite différents pays, différentes zones géographiques en Afrique, fait la valeur, fait la promotion de la peau noire, c'est bon, mais qu'est-ce que vous pensez d'être différents les autres? En fait, quand je dis la couleur des origines, je ne fais pas de distinction entre ceux qui ont la peau plus foncée que celles qui l'ont claire. Non. Quand on est africain, on est noir. C'est-à-dire qu'on soit un peu plus clair que les autres ou qu'on soit un peu plus foncé, on est noir pareil. Cette campagne ne fait pas la différence entre ceux qui sont foncés et ceux qui sont plus clairs. Généralement, ceux qui ont la peau un peu plus noire ont eu tendance à être marginalisés dans nos sociétés, il faut le reconnaître et on ne va pas cacher le soleil avec la main. Mais à travers cette campagne-là, ce sont ces personnes plus foncées qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de s'affirmer. Sinon, la campagne La couleur des origines n'est pas faite seulement pour ceux qui ont la peau plus foncée, mais c'est pour le noir en général. Parce que quand on nous classe dans l'humanité, on dit les noirs, c'est les noirs. Même si tu es, je sais pas moi, plus clair, que tu as une peau qui ressemble à une métisse, que tu es d'origine ivoirienne, tu es d'origine africaine, tu es noir. D'accord. Eh bien, vous vivez au Canada et le mois de février est au Canada le mois de l'histoire des Noirs, en fait. Vous parlez de valorisation de la culture, de vos cultures ivoiriennes et même africaines. Et qu'est-ce que ça vous dit, en fait, de célébrer cette histoire des Noirs, le mois des Noirs au Canada? Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête
Ben, on fait la fête des mères, mais ça ne veut pas dire que durant toute l'année, les gens n'aiment pas leur mère ou que les gens ne respectent pas leur maman. Donc, si on s'arrête à un moment donné pour célébrer les Noirs, c'est tant mieux. Mais il faut que ça aille au-delà de faire une célébration une fois par année. Il faut que le Noir soit considéré comme un être humain à part entière et ce, de façon continuelle. C'est bien de célébrer, mais moi, j'ai participé déjà à cette célébration-là quand j'étais à Gatineau. Mais c'est pratiquement les Noirs qui vont assister aux conférences qu'on fait ou aux expositions qu'on fait. Les autres, là, ils ne se sentent pas vraiment concernés. C'est quelques personnes de nos frères humains qui viennent participer à ces célébrations-là. Mais généralement, 80% des gens qui y vont, ce sont les Noirs. Alors que le message qu'on veut envoyer à nos concitoyens, c'est que nous sommes des êtres humains à part entière. Mais dans la réalité des faits, cette célébration, elle est faite pour les Noirs, par les Noirs. Mais je pense que l'objectif n'est pas véritablement atteint, à moins que les médias n'en parlent pas tant. Il faudrait peut-être... Voilà. OK. De la promotion de la culture ivoirienne et africaine, Eben Boané a sauté dans la politique. Depuis un certain moment, depuis les dernières législatives, les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire, on vous a vu militer en faveur, vous avez dit non ouvertement au troisième mandat du président élu Alassane Dramane Ouattara, et donc de la culture, de la promotion de la culture à la politique. Pourquoi ce pas? Pourquoi ce saut en fait? C'est quoi le lien? Mais il y a longtemps que je prends la parole par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Hein. Ça ne date pas des derniers événements. C'est depuis pratiquement 2017 que j'ai commencé à m'investir sur les réseaux sociaux, à prendre la parole, à dire mon point de vue, à prendre position par rapport à un certain nombre de choses, d'injustices criardes ou bien des actions qui se passent dans mon pays que j'estime ne pas être correctes. J'ai toujours eu à prendre la parole. C'est parce que les derniers événements ont eu un écho assez grand sur les réseaux sociaux qu'on m'a vu prendre position et puis faire des vidéos, etc., etc. Sinon, depuis précisément 2017, je suis vraiment engagée par rapport à la politique de mon pays. Et la politique et la culture, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, puisque les actes politiques ont une influence sur la société, ont une influence sur tous les paliers d'une société donnée. Et donc, on peut partir de l'un à l'autre sans problème. D'accord, on peut partir de l'un à l'autre sans problème. Vous êtes en ce moment en charge, je dirais, de la communication du marketing, où vous faites partie de la commission marketing et communication d'une nouvelle plateforme qui a été lancée, qui a été présentée le samedi dernier et qui se nomme le DCID. C'est une nouvelle plateforme, une structure de plus pour la diaspora? Non, ce n'est pas une structure de plus pour la diaspora. Je vais vous dire, par exemple, je vais vous donner une image, comme j'aime beaucoup fonctionner par image. En Côte d'Ivoire, on dit beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Par rapport à ce qui nous concerne, une organisation de plus est toujours la bienvenue. Parce que chaque organisation a ceux qui sont à sa tête, à sa feuille de route, à sa façon de percevoir un certain nombre de choses. Le DCID est le Conseil citoyen des Ivoiriens de la diaspora. Ce n'est pas une organisation de plus, mais c'est une organisation qui veut venir prendre position dans notre pays, qui veut jouer sa partition, quoique les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur, qu'on pourrait penser apatrides ou qu'on pourrait penser que ce sont des gens qui sont dans un autre pays, donc ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur pays. Non, 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 nous voulons juste envoyer un message à nos concitoyens, nous voulons envoyer un message à ceux qui sont à la tête de ce pays-là pour leur dire que quoi que nous soyons à l'extérieur de notre pays, nous avons notre place à prendre, nous ne demandons la permission à personne. Nous devons prendre notre part, nous devons apporter notre contribution, mais pour pouvoir le faire, il est bon d'être dans un cadre légal, dans un cadre administratif, pour pouvoir porter
des actions de façon légale, ou alors pouvoir s'adresser à nos gouvernants, leur dire que nous sommes une force légalement constituée et vous devez compter désormais sur nous parce que nous avons décidé de prendre notre place dans notre pays et de prendre votre place. Donc le pouvoir. 2CI2, c'est quoi? C'est le positionnement exactement. C'est quoi? C'est un groupement de réflexion politique, économique ou bien c'est carrément un groupement politique? C'est pas un groupement politique, même si le DCID prend la parole dans la politique, mais c'est un groupement de personnes de sensibilités diverses qui décident de prendre la parole, pas sous le couvert d'un parti politique, pas sous le couvert d'un groupement politique, mais c'est une organisation qui s'inscrit dans le cadre de la société civile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand on décide de prendre la parole par rapport à ce qui se passe dans notre pays, quand on décide de s'immiscer de façon, on a le droit de le faire parce qu'on est citoyen de ce pays, même si on vit ailleurs. Et cette organisation va réfléchir à un certain nombre de choses, à un certain nombre d'actions à poser. Comment faire pour se faire entendre? Comment faire pour amener sa pierre à l'édification de notre pays? C'est un peu de ça qu'il est question dans ce conseil citoyen-là. D'accord, ok, je comprends bien. Donc, vous allez avoir la parole, vous allez avoir quelque chose à dire, tant au niveau politique, économique, culturel que social. Exactement. D'accord, ok. Parlons de diaspora, vous avez approché que la diaspora ivoirienne ou vous invitez d'autres diasporas africaines à rejoindre ce mouvement-là? Non, c'est seulement la diaspora ivoirienne. D'accord, ok, la diaspora ivoirienne. Et les différentes personnes qui composent ce conseil-là viennent de tous les pays qui sont hors de la Côte d'Ivoire, mais surtout ceux qui sont aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, en Europe, etc., en Asie, et tout, et tout, et tout. D'accord. Le DCI2 est né il n'y a pas longtemps, là. Vous l'avez lancé depuis la semaine dernière. Mais on a vu, je parlais tout à l'heure de votre militantisme, en septembre dernier ou même avant septembre, vous avez participé à des marches, vous avez dit non au troisième mandat du président Alassane Ouattara. Je veux dire, quel bilan faites-vous aujourd'hui de vos actions pour empêcher le troisième mandat du président et réélu Alassane Ouattara? C'est quoi votre bilan? Je voulais apporter une précision. Le DCID a été créé le 15 novembre. Mais on a fait l'annonce officielle la semaine dernière. Maintenant, votre question, je ne sais pas à qui elle s'adresse. Est-ce qu'elle s'adresse à la citoyenne Boané ou elle s'adresse à la membre du conseil? Parce que elle s'adresse aux deux parce que la création, vous l'avez dit, du DCI2 a été motivée aussi par ce qui s'est passé lors des élections présidentielles. Donc, voilà, c'est lié. Elle s'adresse aux deux personnes. C'est venu après. C'est venu après les événements. Mais moi, en tant qu'individu, ce que je pouvais faire, c'était faire les vidéos pour essayer de parler à mes concitoyens. Puisque le DCID a été créé après les événements, on ne peut pas faire de bilan par rapport à ça. Mais en tant qu'individu qui a cru à une certaine opposition et qui épousait à 100% le combat de cette opposition-là, nous avons fait les vidéos pour appeler nos concitoyens à participer à cette désobéissance civile parce que nous pensons, moi je pensais, par rapport aussi aux membres de la plateforme, que ce mandat-là, il est anticonstitutionnel et qu'il ne devait pas se faire. Parce que moi, je pense, et les autres aussi pensent que dans un pays, une constitution est faite pour être respectée. La constitution est la loi fondamentale qui régit les relations et les actions dans un pays. Alors, si cette loi-là n'est pas respectée, on ne peut pas se taire, on ne peut pas accepter cette violation criarde et insultante pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ok, là, ma prochaine question, je la pose à Eben Boané, pas à l'association de communication. Pensez-vous réellement avoir, après vos actions et la réaction du président, vous et l'opposition, pensez-vous avoir échoué? C'est ce que vous vouliez empêcher est arrivé. Et le président Alassane a été réélu, même si ça avait un très faible taux, il a été réélu
Et là, il conduit, il est aux affaires et les législatifs arrivent bientôt. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous pensez l'élément que vous avez échoué? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on peut dire oui et non. Oui, parce que on va dire que ça a échoué, parce que les élections se sont tenues quand même. Mais moi, je ne vais pas m'appesantir sur le fait que ces élections-là aient eu lieu. Parce que le résultat de ces élections est le fruit de ce combat qui a été mené par la plateforme de l'opposition. Aller à des élections présidentielles et récolter un taux de 8%, moi, je considère que l'opposition a gagné son combat. Même si le chef de l'État, parce que moi, je ne l'appelle pas président de la République de Côte d'Ivoire, parce que j'estime qu'il n'a pas été élu par les Ivoiriens, c'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il est là, il s'est maintenu par la force, il s'est maintenu avec ses microbes, il s'est maintenu avec la violence, il est à la tête du pays parce que le peuple qui pensait avoir affaire à un démocrate ou à un être humain doté de tous ses sens, ne pensait pas que la violence allait aller jusqu'à ce qu'on tue des gens pour des élections présidentielles. De ce point de vue-là, je dis que la plateforme de l'opposition a gagné ce combat-là. Il s'est imposé, il est président, enfin, il est président pour ceux qui l'ont élu, mais il n'est pas le président du peuple de Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. De ce point de vue-là, je dis que c'est une victoire qui a été remportée par l'opposition de Côte d'Ivoire et le peuple, le digne peuple de Côte d'Ivoire. Ok, merci pour votre avis sur ce point. Après les présidentielles, les législatives, comme j'ai dit tout à l'heure, approchent et on sent quelques tiraillements, même au sein de l'opposition. Pensez-vous qu'il y aura encore une autre crise? Pensez-vous qu'il y a une autre crise à craindre? Et qu'est-ce que le DCI2 prévoit faire pour atteindre les choses dans le sens de la réconciliation, pour pas que les choses, ce qui est arrivé, la crise de les 85 morts officiellement, on parle de plus de 200, arrive encore? Justement, c'est ces tiraillements au niveau de l'opposition qui ont amené le DCID à naître. Puisqu'on a remarqué qu'une partie de l'opposition a décidé d'aller aux législatives. Ça n'engage que cette partie de l'opposition. Mais au sein de la plateforme, il y a 7 partis qui ont refusé de participer à cette mascarade parce que nous, on est convaincus que c'est une mascarade. On ne peut pas, en même temps qu'on dit qu'on ne reconnaît pas ce chef de l'État-là, on ne peut pas en même temps aller à des législatives et puis donner des justificatifs qui disent que les pouvoirs sont séparés en Côte d'Ivoire, alors qu'on sait très bien que ces pouvoirs-là ne sont pas séparés. C'est justement l'échec de cette plateforme qui était composée de façon très hétérogène, parce que chacun était dedans. On le voit aujourd'hui avec ses intérêts personnels. Ce n'était pas le pays ni le peuple qui était en avant. Ça n'engage que moi en tant qu'individu, mais c'est ça là qui a poussé cette catégorie d'Ivoiriens à mettre sur pied le DCID. Maintenant, ils veulent aller aux législatives. Ça va dépendre du peuple. Le DCID ne fera pas de vidéo pour dire, par exemple, n'allez pas aux législatives, n'allez pas faire ceci, n'allez pas faire cela, parce que l'économie des morts, on peut le faire. Et si les choses s'étaient très bien passées au moment de la désobéissance civile, on aurait fait l'économie des morts. Mais on peut aujourd'hui décider de faire l'économie des morts. Et ça va dépendre du peuple lui-même. S'il pense qu'il peut aller à ces élections, parce que nous pensons que ces élections ne sont pas faites pour la population, mais elles sont faites pour les militants des partis politiques. Parce que quand des gens disent « on va faire tout pour avoir le maximum de sièges », ils le font pour leur parti politique, mais ce n'est pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, il est assez mature. Et il saura aujourd'hui, et il a compris quel est l'intérêt que lui accordent véritablement ces hommes politiques-là. C'est à lui de décider s'il veut accompagner ces gens dans ces élections-là. Mais nous, pour notre part, nous disons que nous ne sommes pas pour ces législatives-là. Mais nous n'empêcherons personne d'y aller. Nous allons tirer les leçons après ça et les actions que nous devons poser par rapport à ça, elles se feront. OK. Il s'est murmure en ce moment dans le paysage politique ivoirien l'entrée au prochain gouvernement de quelques grosses têtes de l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous pensez que ces entrées, si ces grosses têtes, on ne va pas citer, c'est encore des murmures, entrent dans le prochain gouvernement, ça va décrisper le climat assez non, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ce n'est pas le fait d'avoir des gens dans un gouvernement qui va changer quelque chose. On se rappelle très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire avec Marcoussi et tout ça.
où la Côte d'Ivoire avait été attaquée par certains de ses fils et on avait estimé qu'il fallait les accepter dans le gouvernement pour que tout prenne fin. On a accepté certains qui sont devenus premiers ministres. Plusieurs sont entrés dans le gouvernement. Est-ce qu'ils ont désarmé pour autant? Ça n'a rien changé. Et c'est le même schéma qui est en train de se profiler encore à l'horizon. Mettre des grosses pointures dans le gouvernement, décider même de mettre le président Henri Konan Bédié comme ministre ou bien peu importe, c'est juste un exemple que je donne. C'est pas ça qui va amener à la réconciliation. Il y a un minimum d'actions qu'on doit mener quand on veut vraiment aller à la réconciliation. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des gens qui sont en prison depuis 2011. Combien ont été libérés? Plusieurs ont été arrêtés à l'issue de cette désobéissance civile. Je vais parler par exemple de Pilcherik Balé. Madame Pilcherik Balé, qui est de la société civile, a été emprisonnée simplement parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ceci ou cela. On n'a pas le droit de manifester dans son pays et il se murmure aujourd'hui qu'elle est en danger de mort. Et qu'est-ce qu'elle fait encore en prison? Donc, si on veut vraiment aller à la réconciliation, si on veut vraiment être honnête avec soi-même, ce n'est pas mettre des gens dans un gouvernement qui va changer quelque chose. Et cette opposition qui avait des préalables, est-ce qu'un seul des préalables a été respecté? Non. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont aux législatives? Ils savent pourquoi ils vont aux législatives. Il y a notamment le retour des exilés politiques qui sont au Ghana. Voilà, c'est ça. Et ça aussi, c'est un geste fort du président Alassane Ouattara. Vous prenez avec le retour, on ne sait pas quand, du président Laurent Gbagbo, ça va peut-être apporter à détendre un peu l'atmosphère. Vous ne pensez pas? Mais absolument. Il y a des milliers de personnes qui sont à l'extérieur. Il y a des milliers d'enfants d'Ivoiriens qui sont nés à l'extérieur depuis 2011. Ils sont plusieurs dans certains pays. Combien sont rentrés? Donc, qu'ils posent ce genre d'actes-là. Ce n'est pas nommer un ministre, quelqu'un à un poste ministériel qui va changer quelque chose. Ça va être la joie de la personne et de ses proches, mais pas l'ensemble du pays. Des gens sont morts pendant cette désobéissance civile. Est-ce que monsieur Alassane Ouattara s'est une fois incliné sur la dépouille de ces gens-là? Ce sont des actes comme ça qui sont forts et qui parlent plus que les mots. Donc, ce n'est pas nommer quelqu'un dans un gouvernement qui va changer quelque chose. Il faut qu'il pose des actes. Et c'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend de lui. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, je viens de dire. C'est ce qu'il est en train de faire avec le retour des exilés, notamment. Ils sont où, ces exilés-là? Le président Gbagbo a eu ses passeports depuis quand? Pourquoi il est encore en Belgique ou bien il a refusé de rentrer? Le ministre Charles Blé Goudé, M. Akosi Benjo et plusieurs autres, ils sont encore en exil. Ils sont rentrés, à moins que je ne sois pas informé. Et à côté de la Côte d'Ivoire, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés. Combien sont rentrés? Quelle action lui il a posée pour leur demander de rentrer en les mettant en confiance? Donc, ce n'est pas nommer des gens dans un gouvernement qui va changer quelque chose. Ce n'est même pas aller à des législatives qui va changer quelque chose. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Il a dirigé les derniers mois là. Il a géré la Côte d'Ivoire par ordonnance. Donc, il peut le faire. Il peut continuer de le faire. Donc, nous, on estime que ce n'est pas ça là qui va changer quelque chose. Voilà. Libérer les prisonniers, permettre aux exilés de rentrer et puis changer beaucoup de choses dans la façon de gérer ce pays-là. S'il veut vraiment le faire, il peut le faire. C'est parce qu'il ne veut pas. OK. D'accord. En ce moment, on constate, et le constat est clair, que les Ivoiriens sont désabusés, ils sont vraiment déçus des politiciens de l'opposition, de la politique. Ils sont pris tous les 5 ans pour du bétail électoral. Et après les élections, on les laisse tomber. C'est eux qui meurent. Ils disent, on a vu encore plus de 85 morts, encore lors des dernières élections présidentielles. Alors, vous qui arrivez dans ce paysage, votre nouveau groupement qui arrive dans ce paysage, avec ce climat délétère de la population ivoirienne. C'est le mot, il n'y a pas un autre mot pour décrire. Comment? C'est le mot délétère, il n'y a pas un autre mot pour décrire. D'accord. Comment vous pensez gagner la confiance de la population ivoirienne? Ils vont se dire encore, ben voilà, des gens qui viennent de la diaspora, ils sont là-bas, nous, on souffre ici, et ils ne savent pas ce qui se passe. Est-ce que vous savez vraiment, vous mesurez le ressenti, ce que les Ivoiriens vivent franchement, et comment vous allez entrer dans ce milieu-là, approcher cette population-là? On le mesure, et c'est justement parce qu'on le mesure qu'on a décidé de mettre sur pied cette organisation. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, mais grâce aux réseaux sociaux, on est informé de ce qui se passe dans nos pays. Et on a des parents là-bas qui nous informent régulièrement de ce qui se passe. Et on sait aujourd'hui que l'Ivoirien est désabusé. Nous aussi, on est désabusés.
Et justement, c'est parce qu'on est désabusé que ce conseil est né. C'est parce qu'on est désabusé qu'on veut apporter notre pierre à l'édification de notre pays. Nous avons un programme qui va être déroulé en son temps. Mais nous voulons que notre peuple comprenne que même si nous sommes hors du pays, le cordon ombilical ne saurait être coupé. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes nés Ivoiriens. Et la terre de Côte d'Ivoire est la terre que nous avons héritée de nos parents. On ne peut pas, sous prétexte qu'on vit à l'extérieur, couper et puis dire c'est fini, qu'il se débrouille là-bas. Non, on vit au même rythme qu'eux. Notre cœur bat au même rythme qu'eux. Nous avons perdu le sommeil durant cette désobéissance civile. Nous avons eu mal quand certains parmi nous ont eu la tête tranchée. Nous avons eu mal quand certains parmi nous ont été calcinés dans leur maison. Même si nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, nous battons, notre cœur, il bat au même rythme que nos concitoyens. Et voilà pourquoi nous voulons apporter notre contribution et leur dire que même si nous sommes à l'extérieur, faites-nous confiance, nous pensons à vous et dans un avenir très proche, on va vous dérouler notre programme. Mais que le peuple de Côte d'Ivoire sache que ces enfants qui sont à l'extérieur n'ont pas coupé le cordon ombilical et ils ne le feront jamais. Leur place est dans notre cœur et à une place du choix. Ok, vous allez dérouler le programme dans un avenir très proche, mais c'est clair que vous faites partie de la diaspora, donc vous vivez hors de la Côte d'Ivoire. Donc, influencer vos prochaines actions. Vos actions sont notamment ou sûrement même influencées par la situation qu'on vit en ce moment, la Covid. Oui. Donc, quelles pensez-vous dans les prochains mois? Quelles seront vos prochaines actions en faveur de la population, mais sur le terrain politique et économique? Quand le moment viendra, on va donner les informations parce que nous sommes en train de travailler actuellement et il y a déjà des représentants du DCID en Côte d'Ivoire. Et on travaille en passerelle. On travaille avec eux. Il y a aussi les sept partis politiques qui ont dit qu'ils ne vont pas aux élections, qui travaillent avec nous. Donc, en son temps, notre population, notre peuple, nos frères, nos concitoyens, ceux avec qui nous partageons la même ADN, ceux avec qui nous partageons le même sang, ils auront de nos nouvelles. Mais qu'ils sachent qu'on ne les a pas oubliés. Est-ce que vous pensez approcher l'actuel gouvernement en place ou même le ministre de la Réconciliation, M. Kakabe? Oui, mais on le dira en son temps. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce gouvernement-là, il est là en place. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Il est là. Et notre combat, ce n'est pas aller contre lui, aller les tuer tous. Non, non, c'est pas ça notre combat. Ce n'est pas non plus aller contre les partis politiques qui veulent aller aux législatives. C'est pas ça notre combat. Nous, notre combat, c'est le message que nous voulons envoyer à nos populations, à nos concitoyens. Et justement, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Aujourd'hui, le peuple se rend compte qu'il est une marionnette ou il est un bétail électoral. Pendant les campagnes, on va vers lui, on lui promet monts et merveilles. Une fois qu'on est élu, on l'oublie et on revient 5 ans plus tard. Éduquer une population qui est éduquée est capable de se prendre en charge et se prendre en main sur certaines dispositions de la vie sociale. Donc, si nos populations sont informées, qu'on leur dit que le député, c'est ton employé, il faut que les gens ils l'ingèrent, il faut qu'ils comprennent ça. Qu'ils sachent que le maire est leur employé, que le ministre est leur employé, que celui qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire est leur employé. Une fois que la population aura cette information-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et nous pensons que nous allons pouvoir le faire. Mais le DCID n'est pas la seule organisation qui existe, qui est née des résultats de la gestion calamiteuse de cette opposition qui s'était mise ensemble. Il y en a plusieurs autres qui ont décidé de se créer et puis d'apporter leur pierre à l'édification. Vous avez des représentations partout en Europe et ailleurs? Oui, ou vous pensez à développer? Oui, absolument. Parce que nous avons des concitoyens qui sont représentés un peu partout sur l'étendue terrestre et des contacts ont été pris avec certains autres. On fait des réunions Zoom, nous sommes plusieurs, il y a un conseil d'administration, on se réunit et puis on discute. Chacun envoie ses idées, dépendamment de l'endroit où il se trouve, il envoie ses idées et puis on discute ensemble. D'accord. Vous avez un contact si ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés notamment à apporter leur pierre à votre édifice, à votre œuvre, comment vous contacter? Bon, on a créé une page Facebook, Conseil citoyen des Ivoiriens de la diaspora.
Il y a la page Facebook qui existe. Il y a aussi un compte Facebook qui a été créé. Mais puisque nous sommes représentés un peu partout, donc il s'agira à un moment donné de faire une autre déclaration pour qu'on puisse dire ceux qui sont dans tel pays, voilà telle personne que vous pouvez aller rencontrer, voilà telle personne que vous pouvez aller rencontrer. Donc, pour l'instant, je ne peux pas donner de contact parce que c'est vrai que je suis de la commission communication et marketing politique, mais je ne peux pas donner un contact pour l'instant. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est dire qu'on a créé une page et puis, quand le temps sera venu, on va donner maintenant avec précision les différentes personnes qui sont dans les différents États. D'accord. Merci encore pour ce moment de partage, ce moment d'entrevue. Le dernier mot avant qu'on se quitte, un mot de fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette opportunité-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une force, il faut s'en servir et c'est ce que nous faisons sans modération. Nous, le message que nous voulons envoyer, quand je dis nous, je parle de CID, le message que nous voulons envoyer à nos compatriotes, c'est leur dire que leurs enfants sont à l'extérieur et que leurs enfants ne les ont pas oubliés. Ce n'est pas le fait seulement d'envoyer des Western Union régulièrement à un oncle ou à une tante qui ait participé à l'évolution de son pays. À quelque chose, malheur est bon. C'est bien aujourd'hui que cette plateforme ait montré ses limites. Ça a permis à certains Ivoiriens de rebondir et puis de dire, bon, il est temps que nous nous tenions droit, que nous nous tenions dans nos bottes et que nous prenions position. Et donc, cette population ivoirienne, qu'elle sache qu'elle a des enfants qui sont à l'extérieur, qui ont décidé de se battre pour elle, elles le feront. Ces enfants-là le feront, mais sans couvert politique. Nous sommes de la société civile et nous voulons apporter notre pierre à l'édification de notre pays. Une société civile forte, une société civile qui est informée, une société civile qui est capable de se prendre en charge, est capable d'apporter je vais dire, quel mot je vais employer, le contrepoids. Parce que ce qu'on a remarqué jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement les hommes politiques qui décident, qui vont à gauche, qui vont à droite, qui envoient le peuple à gauche et à droite. Mais il faut qu'une société civile forte puisse se lever. Madame Pulchérik Balé, elle a donné le ton. Aujourd'hui, elle paye les prix. Le prix, elle est en prison. Elle est menacée de mort. Elle a été empoisonnée et tout. Et puis, on ne se soucie plus d'elle. Il faut qu'on se rende compte que Pulchérik Balé, qui s'est levé, qui s'est tenu droit dans ses bottes, qui a dit « je suis de la société civile », a donné un message fort. Alors, il faut que la société civile se lève à un moment donné et qu'elle soit le contrepoids, qu'elle puisse se tenir droit devant les hommes politiques. Et c'est ce que nous voulons apporter, nous et les autres Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui ont décidé de mettre sur pied des organisations de la société civile et pouvoir prendre part au débat de leur politique, de la politique de leur pays, parce que nous avons ce droit-là. On ne demande pas la permission à quelqu'un pour prendre notre place. Notre place, nous la prenons et nous la prendrons. D'accord, merci Eben Boané. Vous étiez sur 8 News TV, votre nouvelle télévision en ligne d'actualité et d'analyse politique, économique et sociale. Je recevais Eben Boané, connue sous le nom de Marie-Gabrielle Taka. Elle a plein de noms, elle est vraiment célèbre. J'ai eu plaisir vraiment à t'avoir. Merci encore d'avoir choisi 8 News TV pour cette occasion-là. Donc, Eben Boané, il faut le rappeler, elle est en charge de la communication du marketing de la nouvelle plateforme qui se nomme le Conseil ivoirien, le Conseil citoyen des Ivoiriens de la diaspora, qui veut avoir son mot à dire dans le jeu politique, économique et social en Côte d'Ivoire. Merci encore, Eben Boané. Vous pouvez retrouver cet entretien-là sur la page d'Eben Boané Facebook, sur aussi la page de 8 News, la page Facebook de 8 News TV. Suivez-nous, likez-nous, apportez-nous vos suggestions et nous allons essayer autant qu'on peut de nous améliorer. Merci encore, Eben Boané. J'espère qu'on va se retrouver pour d'autres thématiques et bonne chance au DCID. DCID, oui. DCID, pardon. Nos ancêtres sont avec nous. D'accord. OK, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.